Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes et bienvenue dans le 19-20 pour une heure d'information. Voici les titres. Situation compliquée ce matin sur les routes de la région. La neige a fortement perturbé la circulation. Près de Romans-sur-Isère dans la Drôme, un agent de la direction des routes est décédé accidentellement en portant secours à un automobiliste. Gros plan ce soir sur l'abattoir de Megève, alors que bon nombre de ses établissements ferment dans la région. Celui de la station savoyarde a fait peau neuve. Son objectif, promouvoir la filière courte et la viande locale. Rencontre en Haute-Savoie avec Monique, sa boutique, une mercerie est l'une des dernières du genre dans le bassin annécien. Un lieu de vie à découvrir dans notre rubrique Entre nous. À 19h30, dans l'édition nationale présentée par Carole Gessler, il sera évidemment question du Mali. En attendant le déploiement de forces africaines, l'armée française est toujours en première ligne face aux islamistes. 2500 soldats devraient être déployés à terme dans le pays. Et puis, nouveau coup dur pour l'industrie automobile en France. Après Peugeot, c'est Renault qui annonce des réductions d'effectifs. 7500 postes devraient être supprimés dans les 3 ans. Le pire est passé, l'épisode neigeux qui a touché les Alpes prend fin. L'Isère n'est plus placé en vigilance orange. Pour autant, dans la région, les perturbations ont été nombreuses. Aujourd'hui, en ville, les bus ont été stoppés à Voiron, Bourgoin-Jallieu et Vienne. En Isère, même chose pour les transports urbains d'Aix-les-Bains en Savoie. Et sur les routes et les autoroutes, la situation a aussi été très délicate. Le point avec Faiza Garel-Younsi et Didier Alban. C'est cette neige fine et collante qui a perturbé la circulation sur les routes des Alpes. Tombée en continu toute la matinée, elle a provoqué de nombreux bouchons. Ils se sont formés dès 7h30 sur l'A43 entre Chambéry et Lyon. Sur cet axe, 2 tunnels ont dû être temporairement fermés à la circulation. Sur l'autoroute A40 en direction de Mâcon ou de Paris, on nous signale plusieurs poids lourds arrêtés sur cette autoroute A40 en direction de Paris au niveau du kilomètre 64. C'est à proximité de la sortie 13.1, sortie pour le parc d'affaires international d'Archamps. Les axes alpins sont toujours très fréquentés par les poids lourds. Plusieurs d'entre eux se sont mis en portefeuille, occasionnant accrochage et ralentissement. Et la grosse difficulté, c'est quand les stalleuses ne peuvent plus passer. Et ils ne peuvent plus passer quand un poids lourd est en travers de l'autoroute. Et c'est encore ce qui s'est passé ce matin. Afin de fluidifier le trafic, la préfecture de l'Isère leur a interdit de circuler toute la matinée sur certaines routes de la moitié nord du département. Ce qui est très important, c'est d'anticiper au maximum et anticiper l'arrêt des poids lourds. C'est compliqué, c'est difficile, c'est vraiment une perte pour eux d'exploitation qui peut être conséquente. Mais il faut bien comprendre que rester bloqué 2 heures sur une aire plutôt que 4 heures ou 6 heures en section courante d'autoroute, c'est quand même plus facile à vivre. Ce soir, la situation est redevenue normale. Toutes les interdictions de circuler ont été levées. De nouvelles perturbations sont à prévoir vendredi. Et je vous le disais en titre, conséquence de ces chutes de neige, un homme est mort ce matin à Saint-Donat sur l'aire basse dans la Drôme. Cet agent de la direction des routes a été percuté par un engin de salage alors qu'il prêtait secours à un automobiliste. C'est un reportage d'Hugo Chaplon et Stéphane Yvon. L'accident a eu lieu peu après 8 heures ce matin sur cette route départementale entre les communes de Brin et Saint-Donat sur l'aire basse. L'équipage du chasse-neige composé de 2 agents des routes du département stoppe son engin pour venir en aide à un véhicule en train de patiner dans une côte. Mais la déneigeuse immobilisée plus haut se met à glisser sur l'un des 2 agents. L'agent était sorti du camion pour intervenir et le camion a glissé, il a été emporté par le camion. Le chasse-neige, c'est le premier véhicule qui passe pour ouvrir la route, donc circule dans des conditions qui sont parfois difficiles de visibilité, parce qu'il peut y avoir du brouillard. Également, sous la neige, les agents ont des difficultés, c'est évident, à appréhender le bord de la route. Et parfois sur des routes de faible largeur, un petit écart et le camion met une roue dans l'accotement avec toutes les difficultés que ça peut engendrer derrière. L'homme de 59 ans a été tué sur le coup. Expérimenté, il avait effectué toute sa carrière au service des routes du département de la Drôme. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces chutes de neige qui ont touché l'ensemble de la région. On passe maintenant à la suite de l'actualité avec Pauline Allo qui nous a rejoint. Cédric, bonsoir à tous. Bonsoir Pauline, on commence avec des nouvelles du tram à Grenoble. Volet justice d'abord. Cet après-midi, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté toutes les requêtes s'opposant à la ligne de tram E. Cette nouvelle réjouit Michel Issindou, le président du SMTC. Le syndicat mixte des transports en commun précise que 500 ouvriers étaient mobilisés pour construire cette nouvelle ligne entre Grenoble et le Fontanil-Cornillon.
Et justement, Pauline, les travaux se poursuivent avec notamment l'élargissement du pont de la Bastille à Grenoble. Ce pont de la Porte de France accueillera le nouveau tram et le coup d'envoi de ce chantier devait être donné hier soir, mais les grues n'ont pas pu manœuvrer, et ce à cause des rafales de vent. Damien Borelli et Vincent Abran. Mais on aurait rigolé, hein. 22h30, malgré le froid de canard, l'ambiance est détendue parmi les élus grenoblois. Ils viennent d'être informés que les rafales de vent, 40 km/h en moyenne, ne garantissent pas la sécurité du levage de la première poutre destinée à l'extension du pont de la Porte de France. La grue de 300 tonnes ne peut opérer la manœuvre. Les poutres, elles font entre 30 et 40 mètres selon les endroits où elles sont positionnées. Elles font entre 40 et 50 tonnes. Elles ont une prise au vent importante puisqu'elles sont plus d'1 mètre de hauteur. Donc effectivement, dès qu'il y a des conditions de vent un peu extrêmes, on n'a plus capacité à lever ces poutres puisque les grues sont équipées de systèmes de sécurité qui bloquent le levage quand on est dans des conditions au-delà des limites. Les poutres, elles vont s'appuyer d'un côté sur cet élément en béton armé qui est là, et de l'autre. Installées par tronçons, ces poutres traversantes constituent le cœur de la charpente métallique qui va soutenir les 11 mètres d'extension du tablier du pont. Il faut 6 poutres pour réaliser la charpente métallique définitive de l'ouvrage. Donc la charpente métallique définitive, c'est le corps du tablier sur lequel on va couler une dalle en béton armé, et c'est sur cette dalle en béton armé que circulera en définitive les tramways et les modes doux, cycles et piétons. L'acheminement des poutres format XXL ne peut se faire que par convoi exceptionnel et en soirée. Pas moins de 8 nuits de travail sont programmées pour parachever l'installation de la structure métallique du pont de la Porte de France. Les 11 km de la future ligne du tram E relieront Saint-Égrève au Grand Boulevard de Grenoble à l'automne 2014. Et après le renouveau du pont de la Bastille à Grenoble, le renouveau des abattoirs de Megève. Alors que ces établissements ferment les uns après les autres, celui de la station savoyarde va être inauguré cette semaine. Oui, en 8 ans, pas moins de 5 abattoirs ont fermé leurs portes dans la région Rhône-Alpes. Celui de Megève fait office de résistant et surtout l'établissement a été rénové. Le tout sous l'impulsion des agriculteurs afin de promouvoir la filière courte et la bonne viande de nos montagnes. L'explication d'Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. La Haute-Savoie est traditionnellement plus connue pour sa filière lait. Forcément, avec son AOC Reblochon, le lait a toujours été valorisé dans le département. Mais depuis quelque temps, les producteurs s'interrogent. Alors comme dans l'industrie, ils se diversifient. Mais bon, la filière lait est un peu contrainte par le marché. Donc on ne peut pas produire tout le lait qu'on voudrait. Donc on est obligé de se diversifier dans toutes sortes d'activités. Alors bon, c'est vrai que maintenant, c'est pas une mode, mais la tendance est plutôt au circuit court et à la vente directe des produits. Donc c'est là qu'on arrive à faire un peu de marge, parce que si c'est diversifié pour rentrer dans un circuit traditionnel, on ne gagne pas grand-chose non plus. Tous ensemble, agriculteurs du Mont-Blanc, des Aravis ou de la vallée de l'Arve, ils ont créé la filière Saveur de nos montagnes. 100% alpine, 100% jeune, 100% abattu et découpé dans ces nouveaux abattoirs de proximité. Rénovés et aménagés version sur mesure, peut-être un argument touristique de plus dans le toujours plus beau, toujours plus savoureux. En tout cas, ça conforte effectivement l'offre qualitative de notre pays du Mont-Blanc. Et puis on a une qualité environnementale qui est indéniable, qualité des pâturages, qualité qui se retrouve bien évidemment dans l'assiette si on a la chance de pouvoir y accéder. Circuit court, traçabilité, qualité et même développement durable, des notions on ne peut plus tendance, comme s'il fallait absolument mettre des mots sur le vrai bon sens paysan. Un mot d'économie à présent. À Saint-Maurice-l'Exil, l'entreprise Spinella a été placée en redressement judiciaire. Les 90 salariés le redoutaient. Sans surprise, le tribunal de commerce de Vienne a placé en redressement judiciaire pour 6 mois l'entreprise Spinella. Cette entreprise est spécialisée entre autres dans la chaudronnerie. Spinella avait déposé le bilan la semaine dernière. Les salariés avaient appris la nouvelle par la presse sans un mot de leur direction. Et toujours à propos d'économie, mais d'un côté plus positif cette fois-ci, cette bonne image de l'Isère à l'étranger. L'agence d'études et de promotion de l'Isère vient de rendre publique une étude réalisée entre 2003 et 2011. Cette enquête démontre que le département attire toujours les investisseurs étrangers, et notamment dans le domaine de la microélectronique. Explication Elsa Cadier.
Avec 550 entreprises et 42 000 salariés, l'Isère est l'un des départements français les plus ouverts aux investisseurs étrangers, plus particulièrement sur le bassin grenoblois. Premier constat de cette étude, les investisseurs étrangers s'inscrivent dans le long terme. 40 ans après leur installation, par exemple, les sociétés américaines Hewlett-Packard ou encore Caterpillar sont toujours présentes. L'étude constate également une légère hausse des emplois. En 10 ans, environ 1800 personnes ont été embauchées. 4 emplois industriels sur 10 sont sous pavillon étranger. Et un deuxième chiffre important à savoir, c'est que dans l'économie productive, c'est-à-dire dans les activités industrielles et de services aux entreprises, 7 acteurs sur 10 sont à capitaux étrangers. Enfin, jusqu'à présent, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni étaient les 3 principaux pays investisseurs. Aujourd'hui, d'autres groupes étrangers ciblent le département, attirés par la haute technologie et l'ouverture sur l'Europe. Exemple, en 2001, la société indienne Persistent Systems, spécialisée dans le développement de logiciels et l'innovation technologique, s'offre cette entreprise grenobloise, créatrice de logiciels scientifiques. Lorsque nous avons prospecté en France, Grenoble nous a paru être très intéressant. Ici, il y a beaucoup de très bonnes écoles d'ingénieurs. Il y a également un environnement extrêmement propice à la recherche. Et puis, Grenoble est un centre de recherche connu mondialement. Bref, une étude optimiste qui présente Grenoble comme une future métropole européenne, avec un bémol pourtant, les chiffres ne prennent pas en compte l'année 2012 et les effets de la crise. Et on reste international avec cette information qui nous vient d'Italie. La station internationale de Porta Susa, Turin, a été inaugurée hier. Il s'agit de la gare de départ pour le futur TGV reliant la capitale du Piémont à Lyon. Le président du Conseil italien Mario Monti était présent aussi les notables. Les opposants au Lyon-Turin ont manifesté en marge de cette inauguration. Et on poursuit avec cette information pratique pour les participants à la pyramide d'Auze. La pyramide d'Auze est une grande course de ski alpinisme comptant pour la Coupe de France. Elle se déroulera à Auze-en-Oison ce dimanche. Il s'agit de la 17e édition et cette année, c'est nouveau, les amateurs peuvent participer. Mais ils doivent s'inscrire avant demain soir. Au-delà, il y aura une majoration de 5 €. Alors tout a été prévu pour les accueillir. Un parcours spécial amateur a même été mis en place. Je vous propose d'écouter les explications recueillies par Lin Landau. C'est un parcours qui ne sera pas chronométré et qui est un peu fait pour que les gens qui n'ont jamais fait de ski de rando viennent et puis essaient. Donc il y aura du matériel à disposition et c'est un parcours vraiment adapté aux débutants, à l'initiation pour découvrir l'activité. C'est le moyen de faire connaître et puis de donner l'idée aux gens en se disant ben oui, on va venir faire la pyramide mais c'est trop dur. Alors que là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vous pouvez venir en famille, il n'y a pas de restriction. Et toujours à propos de sport, en rugby, le match FCG Clermont-Ferrand fait le plein. Archi plein même, les Grenoblois déplacent les foules. En même temps, vu le talent qu'ils déploient dans leur jeu, ça se comprend. Il ne reste donc plus aucune place pour la rencontre FCG Clermont qui se déroulera le 23 février prochain au Stade des Alpes à Grenoble. La quasi-totalité des tickets s'était déjà envolée fin décembre. Seules 300 places restaient en vente. Elles sont parties comme des petits pains hier matin. Merci beaucoup Pauline Dalou, on vous retrouve soirée. dès demain midi pour un prochain point sur l'info dans les Alpes. Et pour l'instant, le 19-20 continue à suivre de l'eau dans le gaz chez les moniteurs de ski. Les seniors accusent leur syndicat de discrimination à l'âge. Une tranche de vie à la mercerie, la visite de la boutique de Monique est à découvrir dans la rubrique Entre nous et puis rencontre avec un duo d'avenir du patinage artistique. Gabriella et Guillaume qui brillent pour l'instant sur le circuit mondial junior. Les papis moniteurs ne désarment pas contre leur syndicat national. Je vous en parlais à l'instant. Une vingtaine d'entre eux contestent devant la justice le pacte transgénérationnel voté dans les statuts à l'automne dernier. Ils dénoncent un texte illégal car discriminatoire à l'âge. L'audience se déroulera lundi au palais de justice de Grenoble. Joël Serroni et Didier Alban. Look at the yellow jacket. Yes. Apart a bit your skis. Apart a bit your skis. Yes, great. Bonjour. Ah là là, encore des vieux clients. Bonne année, Pierre. Bonne année Merci à toi, pour tes vœux. Karl et Claire, au fil des saisons, ils sont devenus des amis de Pierre Resson, leur moniteur des arcs qu'ils n'échangeraient pour rien au monde. On a le temps maintenant de skier. Ouais. On a un peu de sous aussi, donc on peut prendre des leçons.
Et c'est vrai que pour nous, c'est super. Les skieurs retraités, voilà, je crois qu'on parle un peu le même langage. On a plus de choses à échanger avec Pierre qui a 60 et quelques qu'avec un jeune type 25 ans qui... On va pas écouter la même musique, on va pas... Voilà, c'est une question de génération aussi. Apparemment, les cheveux blancs rassurent une certaine clientèle. Pour ce couple d'Anglais, l'âge du moniteur a fait partie des critères de sélection. J'ai choisi mon moniteur, oui. Je voulais un moniteur expérimenté avec de nombreuses années de pratique derrière lui, pour mieux apprendre. À 63 ans révolus, Pierre éprouve toujours le même plaisir à enseigner. Alors pour défendre ce droit, il ira lundi à Grenoble au tribunal, comme il l'avait fait en novembre 2011 et en février dernier à Albertville. Ce jour-là, la justice avait condamné le syndicat local des moniteurs de l'ESF pour discrimination illicite fondée sur l'âge. Pierre portait alors le flambeau de la révolte, accompagné par 4 moniteurs des Arcs 1800. En novembre dernier, le pacte intergénérationnel va relancer la polémique. Un nouveau texte qui prévoit qu'à partir de 62 ans révolus, le moniteur permanent devient occasionnel. Cette fois-ci, ce ne sont pas 5 moniteurs des Arcs qui assignent le syndicat en justice, mais 18, issus de 11 écoles différentes. Il faut qu'il y en ait un petit peu qui fassent de la place, autrement, malheureusement, même si notre métier marche très bien, on ne fait pas une croissance telle qui permette de pouvoir, chaque année, avoir 400 personnes en plus et sans rien bouger. De faire la place aux jeunes, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais pas de pas être jeté en pâture comme on l'est actuellement. Je trouve ça lourd quand même, voilà. Une génération de moniteurs invités à raccrocher leur paire de ski et qui n'acceptent pas les conditions dans lesquelles on les pousse vers la sortie. J'ai 4 mois et demi de travail dans l'hiver, qui se répartit peut-être même sur 10 mois ou sur l'année. Si on m'en enlève la moitié, je suis mort, quoi. J'ai 6 enfants, dont 3 à charge. Demain, je suis temporaire, je suis occasionnel, je suis utilisé comme une main-d'œuvre à l'envi. Et je ne peux pas servir ma famille. Alors qu'est-ce que je fais ? Les questions soulevées par ceux que la presse a baptisés les papis moniteurs vont bien au-delà des conditions d'âge de départ à la retraite ou du problème posé par l'attribution des cours à l'ancienneté. C'est tout le fonctionnement de l'ESF et les fondements même du syndicat national des moniteurs qui risquent d'être passés au crible lors de l'audience devant le tribunal de Grenoble. Il est 19h et un peu plus de 15 minutes. Le journal des Alpes continue avec la rubrique Entre nous et Valérie Chastelan qui nous a rejoint. Bonsoir Valérie. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Et on commence ce soir entre nous avec ce coup de chapeau à Monique Babichou, à Anne-Sylvieux, en Haute-Savoie. Alors Monique et son sourire règnent sur son royaume. C'est l'une des dernières bonnetteries-merceries du bassin annécien dans le quartier des Pommaries. Vous allez voir, c'est carrément un service public. Une rencontre signée Jean-Christophe Pain et Li Ji. Bon, ça reste entre nous, mais chez Babichou, on trouve vraiment de tout. De la queue de rat à la baleine de soutien-gorge, une vraie ménagerie de la mercerie. Quelques euros seulement pour sortir d'une galère de fermeture éclair. Ah non, là, c'est la fermeture, quelle émail qui vont pas. Qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui ? Alors, ce que j'ai pris aujourd'hui, j'ai pris de la tresse à torchon, 2 mètres de tresse à torchon, et puis une bobine de fil à coudre, parce que j'avais plus la couleur. Là, il y a de tout, il y a de tout. À peu près. Ouais. Pas tout à fait la même couleur, madame. Un peu plus foncé, à mon avis, mieux. Regardez, il y a des trésors partout. C'est comme dans les quincailleries, mais il n'y en a plus. Plus de 100 000 boutons à 15 centimes le premier prix, la plupart made in France. Monique était secrétaire médicale, mais voulait devenir sa propre patronne. Alors, quand sa mère a quitté la mercerie, Monique a sauté sur l'occasion. Oh, bien sûr, elle ne gagne pas une fortune, c'est plutôt un choix de vie, comme elle dit. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent juste pour discuter, des amis maintenant, qu'on peut dire, plus que des clientes. Hein. J'ai pas mal de papy-mamie, donc on a mis une chaise pour qu'ils puissent s'asseoir, parce qu'autrement on se fait gronder. On peut s'asseoir, on est bien reçu, voilà, c'est confortable. Notre mercière est toujours vigilante. Hein. Ah, bah il faut. Hein,
Elle a un joli pull tricoté, fait main. Bien sûr. Hein. Et puis je vais reprendre 4 mètres pour d'autres enfants. Alors, si on 6 peut mètres. séparer, oui voilà. 6 Non, mètres. Babichou reçoit toutes les couturières, des Pomari et d'Helvétie réunies, sans oublier le pêcheur venu choisir des fils de couleur pour fabriquer ses mouches, ou même le pilote ULM. En l'air, une bonne couture de sangle, ça peut vous sauver la vie. Bref, pour ses clients, en un mot commençant, Monique est fantastique. Oh là là, alors là, je voudrais pas qu'elle ferme. Hein. Ah non. Ça manquerait, surtout moi je suis dans la couture, j'ai un CAP de couture, ça manque beaucoup ça. Dans les médias, je reste. Non, je reste encore, ouais. Non. Les clientes sont trop sympas en plus, donc je reste. Alors le sourire de Monique, vous pouvez le retrouver en vrai puisqu'elle va donner des cours de tricot à la MJC du quartier des Pomari et je suis sûre que vous passerez un excellent moment. Et on s'intéresse maintenant, Valérie, à Vivre sans alcool, une association iséroise qui accompagne les malades dépendants. Alors VSA, créée en 1997, a 8 antennes en Isère, la dernière née sur le plateau du Vercors. Avec Vincent Abran, nous y sommes montés ce matin dans la neige, vous le voyez, à Lens-en-Vercors, pour aller à la rencontre de ce monsieur que vous voyez, Jean-Christophe Brija. Là-haut sur le plateau, tout le monde le connaît, c'est une figure. Jean-Christophe est abstinent depuis maintenant 3 ans et c'est lui qui prend en charge cette antenne de VSA à Lens-en-Vercors. Les adhérents et l'encadrement de cette association sont dans le même cas que moi. Donc, des dépendants alcooliques en abstinence pour certains, d'autres en cours d'abstinence. Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dépendants, qu'à un moment ou à un autre, nous pouvons avoir des problèmes. C'est pour ça que nous disons alcool zéro. On a justement ne pas réenclencher le système de la dépendance. Nous avons 8 agences sur la région de Rhône-Alpes, surtout sur l'Isère. Et la 8e, donc la nouvelle, est celle de Lens-en-Vercors. Et puis c'est le maire qui a prêté le local, tout un symbole. C'est à côté de l'école, dans l'ancienne école, au cœur du village, à la vue de tous. Jean-Christophe nous explique pourquoi il a fallu monter absolument cette antenne sur le plateau. Pourquoi? Parce que nous commençons à avoir beaucoup de demandes. Et ayant commencé le covoiturage il y a 2 ans et demi, je descendais avec ma voiture personnelle. Au fil des temps, nous commencions à descendre avec 2 voitures, ce qui commençait à faire beaucoup de monde et au niveau logistique, ce n'était pas toujours évident. Et il y a de plus en plus de demandes, donc, et se rapprocher des gens du plateau, parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas descendre sur Grenoble le mercredi soir, parce que c'est le mercredi soir que les réunions ont lieu à Grenoble. Et donc nous avons cherché sur le plateau une salle pour faire nos réunions de groupe tous les mardis. Dernière question que nous avons posée à Jean-Christophe, a-t-il eu peur de se lancer dans cette aventure? Non. Au début, j'ai plus eu peur de rentrer dans l'association que de me lancer maintenant dans l'aventure d'une nouvelle antenne. Et pourtant, le regard des gens? C'est un choix. C'est un choix. Il faut bien que quelqu'un se montre. Alors, particularité de Jean-Christophe et de tous les correspondants de VSA, ils sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur téléphone. Et puis, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site internet dont l'adresse s'affiche en ce moment même. Et on parle maintenant, Valérie, de l'Odyssée pour tous, une opération dans le sillage de la Grande Odyssée, la course de chiens de traîneau qui se déroule cette semaine dans les Alpes. L'Odyssée pour tous était organisée hier à Morillon, une course qui a réuni 7 jeunes de l'Institut médico-éducatif de Cluse. Ils ont piloté chacun un traîneau tracté par 3 chiens sous la houlette de mushers professionnels, une façon aussi pour la station Haut Savoyard de s'engager pour la solidarité. Et on termine avec l'image du jour. L'image du jour, elle est toute simple, elle résume vraiment, Cédric, notre journée, la journée que nous avons passée. J'espère que... Alors on va la voir. On la voit, pardon. J'espère que cette mésaventure ne vous est pas arrivée. Je signale que c'est le chauffeur du bus qui va bien, qui a pris lui-même la photo. Voilà. Tant mieux pour lui. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve dès demain pour votre prochaine rubrique. Très bonne soirée. Et on part maintenant à la découverte d'un duo très prometteur pour le patinage artistique français. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron évoluent pour l'instant au plus haut niveau du circuit mondial junior. Ils devraient rejoindre la cour des grands dès la saison prochaine. Fabrice Cagnien et Thierry Swiderski les ont rencontrés au 4e trophée international de Lyon. Reportage.
Ils ont 18 ans. Gabriela Papadakis est élève de terminale. Guillaume Cizeron est étudiant dans une école d'art appliqué. Ils viennent de s'installer à Lyon après avoir fait toute leur classe à Clermont-Ferrand. Ça n'a pas été facile déjà psychologiquement de changer de ville, de changer d'entraînement, etc. Mais bon, finalement on s'y est fait parce que Lyon c'est pas si loin de Clermont. On connaissait déjà les gens et les entraîneurs surtout. Muriel Boucher-Zazoui, Romain Hagenauer et le champion du monde Olivier Schoenfelder sont leurs nouveaux entraîneurs. Ils ont fait le pari un peu fou de les emmener dans un an aux Jeux Olympiques de Sotchi, après des derniers résultats prometteurs chez les juniors. Ils viennent de remporter les 2 grands prix. Ce sont 2 grandes épreuves majeures dans le monde de la danse sur glace en junior. Et ils ont été 2e lors de la finale. Donc c'est vraiment très intéressant pour le futur. Avant de bousculer la hiérarchie chez les seniors, ils veulent avant tout bien terminer leur dernière saison junior. L'objectif principal cette saison, c'est d'être champion du monde en mars. Donc voilà, bien sûr on pense à la saison prochaine, mais on est vraiment, pour l'instant on est vraiment focalisé sur la fin de cette saison. Ça fait 10 ans que Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron patinent ensemble. En quittant Clermont pour Lyon, ils cherchent surtout à grandir un peu plus vite. C'est la fin de ce journal régional, mais l'info dans les Alpes continue sur notre site internet alpes.france3.fr. À suivre la météo et l'édition nationale. Très bonne soirée à tous et à demain.